Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite réagir à une vidéo de Nota Bene intitulée 40 000 Aztèques contre 500 Espagnols, Noche Triste et Bataille de Tumba. C'est une excellente vidéo dans son ensemble et je partage la majorité des informations qu'il présente, qui sont souvent très précises. Toutefois, il y a un moment qui m'a interpellé. Il décrit Hernán Cortés en le qualifiant, je cite, entre guillemets, Cortés, objectivement, ça a beau être une enflure de première. d'enflure. Et là, je dois dire que j'ai trouvé cette expression déplacée et injuste pour un personnage aussi complexe que Cortés. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette critique est exagérée et surtout remettre en contexte certaines idées qu'on entend souvent à propos d'Hernán Cortés et qui sont parfois erronées. C'est parti. L'une des premières accusations courantes est que Cortés aurait contribué à instaurer une division raciale dans la colonie espagnole, méprisant ainsi les cultures locales. Cependant, cette vision simplifie trop une histoire bien plus nuancée. Certes, Cortés n'échappe pas aux préjugés de son époque, mais il se distingue par une ouverture d'esprit que beaucoup de ses contemporains n'ont pas. Prenons le séjour de Cortés à Cuba. Là, il vivait une relation qui sortait des normes de son temps. Il partageait sa vie avec une jeune Taina, une femme qui semblait sincèrement aimer, malgré les attentes rigides de la société espagnole. Cette relation, loin d'être une simple aventure, marquait un engagement profond. Preuve en est que Cortés ne renie pas leur fille, Catalina. Bien au contraire, il demande même au gouverneur Velázquez, l'homme qui avait ordonné son emprisonnement, de devenir le parrain de l'enfant, symbole d'une union entre les deux mondes. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Cortés agisse ainsi, vu sa réputation? Est-ce que ce type d'attitude vous surprend de la part d'un conquistador? Si vous êtes surpris, ce n'est pas fini. Parce que ce qui frappe encore davantage, c'est que Cortés fait aussi reconnaître sa fille, qu'il a eue hors mariage, et avec une taïna, je le rappelle, par le pape, lui donnant ainsi une place légitime dans sa lignée. Il l'inclut dans son testament au même rang que ses autres enfants et la fait venir au Mexique, témoignant pour elle d'une affection véritable. Ce choix n'est certainement pas la norme de son époque. Cependant, la liberté de ses choix se heurte aussi aux réalités de son temps. Ce n'est que sous la contrainte, alors qu'il croupissait dans un cachot à Cuba, qu'il accepta d'épouser une femme espagnole, Catalina Juárez ou Juárez, un mariage dicté par la nécessité plus que par le cœur. À une époque marquée par la violence et malgré la difficulté d'appliquer les lois de Burgos de 1512 à Cuba, ses ennemis eux-mêmes, lors de son procès, ne trouvent aucune preuve de brutalité commise par Cortés contre les Taínos. Étonnant non pour un conquistador qui a souvent été décrit comme particulièrement brutal. Lors de la conquête du Mexique, Hernán Cortés encourage activement les mariages métissés entre les Espagnols et les populations indigènes, une pratique qui favorise l'intégration plutôt que la division. Contrairement à une idée reçue, après la chute de Tenochtitlan, il ne cherche pas à imposer l'espagnol comme langue vernaculaire. Au contraire, il privilégie l'usage du nahuatl, la langue dominante en Mésoamérique dans les affaires locales et les échanges quotidiens. Cortés aurait même appris à parler le nahuatl, bien qu'il ait maintenu l'usage diplomatique de passer par son interprète, la Malinche, pour toutes les négociations officielles. En dehors des sacrifices humains qu'il interdit immédiatement après la conquête, Cortés fait preuve d'un respect notable envers les coutumes et les traditions des peuples autochtones. Ce choix reflète une approche pragmatique visant à stabiliser son pouvoir tout en intégrant les structures sociales locales. Enfin, il ne semble pas faire de différence entre Juan Garrido, un conquistador noir, et le reste de ses troupes, et il laisse quelques femmes de son expédition prendre les armes pour combattre. Et un deuxième point est qu'il est souvent mentionné la soif d'or d'Hernán Cortés. Il est vrai que Cortés n'était pas désintéressé et que son expédition lui avait valu de grandes dettes. Les expéditions des conquistadors étaient bien souvent financées par les fonds de leurs participants, la couronne se contentant de donner l'autorisation aux conquistadors d'avancer plus loin dans les terres. Mais Cortés montre une attitude plutôt prudente. Ainsi, lorsqu'il débarque à Cozumel, il constate que l'un de ses lieutenants, Alvarado, a pris les devants, est entré dans la ville maya et a dérobé les statuettes en or de la grande pyramide. Quelle serait votre réaction si vous voyez votre lieutenant avec des statuettes en or? Vous reprenez la part qui vous revient ou vous en cherchez plus? En tout cas, Cortés semble furieux. Il lui demande de restituer l'or, de libérer les 3 Indiens faits prisonniers et dit à Alvarado, je cite, que ce n'est pas comme ça que nous allons pacifier ces terres. Il demande ensuite aux habitants de retrouver 2 survivants espagnols naufragés quelques années afin de disposer d'un interprète et de comprendre les populations locales. De même, lors de son séjour à Zempoala et la fondation de Veracruz, Cortés envoie l'ensemble de l'or reçu à Charles Quint, montrant plus d'intérêt pour la reconnaissance de son pouvoir politique et de la légalité de sa situation que pour l'enrichissement personnel.
L'absence d'or lors de la chute de Tenochtitlan est d'ailleurs une source de mécontentement parmi ses troupes, et à plusieurs reprises, Cortés prend des décisions plus sous la pression de ses hommes que véritablement siennes. Il a souvent été avancé que Cortés, à l'instar des autres conquistadors, a pratiqué le repartimiento et l'encomienda. Ces deux systèmes permettaient aux Espagnols de se répartir les Indiens non chrétiens qui devaient fournir un travail gratuit sous la supervision d'un maître espagnol chargé de leur conversion et évangélisation. Il est fréquemment reproché à ces mécanismes d'avoir plongé les Indiens dans un état de quasi-esclavage. Et oui, Cortés a bien intégré les Indiens dans ce cadre. Mais attendez, car là encore, il se distingue par des règles étonnamment progressistes pour l'époque. Voici quelques éléments qui pourraient bien vous surprendre. Les femmes et les enfants de moins de 12 ans étaient totalement exemptés de travail. La journée ne pouvait pas dépasser 10 heures. Le travail de nuit était interdit et les Indiens avaient droit à une pause d'1 heure pour le déjeuner. En gros, la semaine de travail ne pouvait pas excéder 60 heures, ce qui, si on y pense bien, n'est pas si loin des standards européens jusqu'au début du XXe siècle. Et ce n'est pas tout. Après 20 jours de travail, les Indiens avaient droit à 30 jours de repos. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours de repos. En réalité, contrairement à une image très répandue, c'est plutôt le roi Charles Quint qui a dépensé sans compter pour obtenir le trône du Saint-Empire romain en 1519, qui cherche à financer le train de vie de la monarchie et qui fait pression pour obtenir de plus larges tribus. Il écrit ainsi à Cortés qu'il trouve juste et raisonnable que les 10 Indiens naturels de cette contrée nous servent et nous donnent un tribut en reconnaissance, et qu'il veut être informé au sujet des autres façons d'avoir des rentes de cette terre, que ce soit en saline, en mine, en pâturage ou en toute autre chose. Cortés ira même jusqu'à s'opposer à l'impôt de vassalité qu'envisage de mettre en place Charles Quint, qui ferait peser un trop lourd tribut sur les Indiens. Alors le plus intéressé n'est pas forcément celui que l'on croit. Un autre aspect, c'est le troisième point qui est parfois mis en avant concernant Cortés, est le fait qu'il aurait été extrêmement violent. Pour comprendre ce jugement, il faudrait d'abord rappeler que l'époque dans laquelle il a vécu était marquée par des pratiques qui nous paraîtraient, entre guillemets, barbares. L'Espagne tout juste sortie de la Reconquista est encore profondément imprégnée par des siècles de guerre contre les morts. La tolérance religieuse est inexistante, comme en témoigne l'Inquisition espagnole, instaurée en 1478. Le premier auto da fe en Castille a lieu en 1481, seulement quelques années avant la naissance de Cortés. Et n'oublions pas que jusqu'en 1572, bien après Cortés, donc, on assassine encore des milliers de personnes dans les rues de Paris lors de la Saint-Barthélemy à cause de leur foi. Ce climat de brutalité, soutenu par des châtiments corporels sévères, la répression religieuse et les guerres entre catholiques et protestants, façonnait la mentalité des conquistadors. Rappelons-le, les droits de l'homme n'existent pas à cette époque. Le contexte est donc très différent du nôtre. Dans ce contexte, la violence n'était pas seulement tolérée, mais souvent vue comme nécessaire pour assurer la domination ou préserver l'ordre. Ainsi, comparer Cortés aux standards de l'époque permet de relativiser ses actions. La conquête des Amériques, une entreprise périlleuse, se déroule dans une région où les relations entre les peuples autochtones eux-mêmes sont souvent extrêmement violentes. L'empire aztèque que Cortés cherche à renverser reposait sur des guerres d'expansion constantes et la pratique des sacrifices humains, particulièrement redoutés par les peuples voisins. Les Aztèques imposaient des tribus et des guerres rituelles comme les guerres fleuries pour capturer des prisonniers destinés au sacrifice. Dans ce contexte, Cortés se montre à plusieurs reprises plus mesuré que certains de ses contemporains. Par exemple, lorsqu'il libère 2 des 5 émissaires aztèques venus collecter des tribus à Zempoala, ou lorsqu'il interdit aux Totonacas d'exécuter leurs prisonniers après l'assaut de Tisapancica. Ces décisions montrent une forme de modération d'autant plus remarquable dans un monde où la brutalité était courante. Certes, le massacre de Cholula reste une tache sombre dans la biographie de Cortés. Cependant, cet événement, où 3000 à 6000 Cholultecas furent tués, doit être replacé dans un contexte de guerre totale, alimenté par la peur des conspirations et par les conseils de ses alliés tlaxcaltèques, eux-mêmes ennemis des Cholultecas. Il est difficile de dire avec certitude si le complet dénoncé par la Malinche existait véritablement, mais pour Cortés, après avoir entendu ces multiples avertissements, l'attaque semblait un geste préventif nécessaire. En somme, si l'on compare les actions de Cortés à celles de ses contemporains européens ou mésoaméricains, il n'apparaît pas comme exceptionnellement violent. Il évolue dans un monde où la violence est une réalité omniprésente, tant dans le cadre des guerres de religion en Europe que dans celui des sacrifices rituels en Mésoamérique. Ses actions reflètent les mœurs de son époque, une période où la violence était souvent vue comme un outil légitime pour parvenir à ses fins. Mais ce que je vais maintenant vous dire, probablement peu de personnes le savent.
Contrairement à l'image du destructeur impitoyable, lors de son arrivée à Tenochtitlan en 1519, aucune violence notable n'est commise par les Espagnols pendant près de 7 mois. Cortés, loin d'adopter une stratégie d'anéantissement, choisit au contraire la diplomatie et la négociation. La relation qu'il entretient avec l'empereur Moctezuma II durant cette période est marquée par une coexistence relativement pacifique. Cortés semble respecter le pouvoir en place et tente de s'intégrer dans le paysage politique complexe de la Mésoamérique. Moctezuma, quant à lui, cherche à s'accommoder de cet envahisseur qu'il perçoit avec prudence. Cette dynamique de respect mutuel et d'échange se reflète dans les nombreux présents que Moctezuma offre aux Espagnols, ainsi que dans la quasi-absence de violence directe. Alors certes, il est souvent rappelé que Cortés met Moctezuma sous surveillance de ses hommes, mais en oubliant que cette surveillance est mise en place après que l'un des sujets de l'empereur ait envoyé en cadeau la tête décapitée de l'un des membres de l'expédition espagnole. Qu'auriez-vous fait à la place de Cortés, en prenant en compte le contexte de l'époque? Eh bien, Cortés fait exécuter ceux qui ont participé à la décapitation et place l'empereur sous surveillance, mais il ne déclenche pas pour autant la guerre. L'idée que Cortés ne cherchait pas à tout prix le conflit se confirme par son approche envers les peuples autochtones. Avant même d'entrer dans Tenochtitlan, il avait déjà tissé des alliances solides avec des peuples comme les Tlaxcaltèques et les Totonacas qui voyaient en lui une opportunité pour se libérer du joug aztèque. Ces alliances montrent que sa stratégie reposait davantage sur la coopération que sur la destruction. Il cherchait avant tout à fédérer des forces locales pour renforcer sa position, plutôt que de se lancer dans une guerre d'extermination. Cependant, la coexistence pacifique à Tenochtitlan fut fragile et prit fin avec l'événement de la Noche Triste. Mais il est essentiel de noter que ce conflit ne fut pas initié par Cortés. Il éclata après que l'un de ses lieutenants, Pedro de Alvarado, ordonna un massacre au cours d'une cérémonie religieuse, provoquant ainsi la fureur des Mexicas. Jusqu'à cet événement, Cortés n'avait pas cherché à imposer la violence, mais bien à gouverner par des alliances et par la diplomatie. Même lors du siège de Tenochtitlan, il laisse la porte nord sans soldats pour prendre plus facilement la ville et éviter un massacre. Il propose à plusieurs reprises avant l'assaut final la paix aux Aztèques retranchés dans les derniers quartiers de la ville, ce que ces derniers refusent. Ainsi, il devient évident que pour Cortés, bien que conquistador ayant ordonné l'exécution de nombreux hommes, il n'était pas le conquérant aveugle qui rasait tout sur son passage. Son comportement à Tenochtitlan prouve qu'il privilégiait d'abord la stabilité des alliances et qu'il n'entra dans le conflit que lorsque cela devenait inévitable. Cette approche modérée tranche avec la vision souvent simpliste d'un Cortés purement violent et montre qu'il était avant tout pragmatique. Un autre point souvent mis en avant est l'idée que la supériorité technologique des Espagnols, en particulier leur maîtrise de la poudre à canon, aurait conduit à leur inévitable victoire sur les Aztèques. Cette perception mérite d'être nuancée car elle révèle plus du mythe que de la réalité historique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas 500 Espagnols qui ont à eux seuls conquis un empire comptant plusieurs centaines de milliers de guerriers aguerris. Il est vrai que les armes à feu espagnoles, telles que les arquebuses, ont impressionné les peuples indigènes par leur puissance et leur bruit. Mais il faut bien comprendre que ces armes étaient loin d'être décisives sur un champ de bataille. Imaginez une arme à feu qui ne fonctionne qu'à 50 mètres et prend 1 minute entière à recharger. Ce n'est pas exactement l'efficacité qu'on imagine aujourd'hui, n'est-ce pas ? En d'autres termes, ces armes pouvaient fournir un léger avantage psychologique, mais ne compensaient en rien le désavantage numérique colossal auquel faisaient face les conquistadors. On peut en dire autant des arbalètes, plus fiables et plus rapides à recharger, ainsi que les armures métalliques qui offraient une meilleure protection que les boucliers en bois et les vêtements de coton des guerriers mésoaméricains. Cependant, même ces atouts restaient limités lorsque l'on les oppose à des armées de dizaines de milliers de guerriers. Quant aux chevaux, bien qu'ils aient été un atout précieux, leur nombre restait très réduit. Savez-vous combien de chevaux accompagnaient Cortés à Tenochtitlan? Je vous laisse réfléchir. Il y en aurait eu 16. Est-ce que vous pensez que 16 chevaux puissent compenser un déséquilibre de 100 000 guerriers? Vous vous doutez bien que non. Ils conféraient aux Espagnols une supériorité dans certaines batailles ouvertes, mais il ne suffisait pas à expliquer la conquête d'un empire aussi vaste que celui des Aztèques. Alors qu'est-ce qui explique la victoire de Cortés? Ce n'est pas la technologie militaire européenne, mais plutôt l'habileté politique de Cortés à forger des alliances. En effet, lors de la chute de Tenochtitlan, les Espagnols ne représentaient que moins de 2% des troupes assiégeantes. Près de 98% de ces forces étaient composées de guerriers Tlaxcaltèques, Totonacas et d'autres peuples indigènes qui, lassés du joug imposé par les Aztèques, avaient vu en Cortés un allié stratégique pour renverser leurs oppresseurs. La victoire espagnole ne peut donc être expliquée par la seule force des armes. Elle repose avant tout sur une dynamique complexe d'alliances locales, de calculs politiques et de divisions internes au sein de l'empire aztèque,
exploitée par Cortés avec une intelligence stratégique. Les Tlaxcaltèques, qui avaient résisté pendant des décennies à la domination aztèque, voyaient en l'arrivée des Espagnols une opportunité historique de renverser un adversaire bien plus redoutable que les Européens eux-mêmes. Ainsi, l'idée que 500 Espagnols ont conquis un empire par leur seule supériorité militaire est une simplification. La réalité est bien plus complexe, faite de jeux d'alliances, de trahisons et de stratégies habiles, dans une Mésoamérique déjà en proie à ses propres divisions. Alors que conclure sur Hernán Cortés? Plutôt que de le réduire à une image d'un homme purement cruel et violent, il convient d'examiner les dynamiques complexes qui ont contribué à son ascension et à sa domination sur la Mésoamérique. La violence de Cortés, bien qu'indéniable, n'est en rien exceptionnelle pour l'époque. Elle reflète les réalités brutales d'une société européenne et mésoaméricaine marquée par les conflits, les guerres de religion et les sacrifices humains. Ce qui distingue Cortés, cependant, ce n'est pas tant la brutalité de ses actions, mais sa capacité à manier la diplomatie, à forger des alliances cruciales avec les peuples opprimés comme les Totonacas et à s'adapter à la complexité des sociétés autochtones qu'il rencontrait. Au-delà de son pragmatisme militaire, c'est son projet d'un empire métissé qui émerge comme une dimension exceptionnelle de son entreprise. Il a montré une forme de tolérance religieuse, toute relative pour l'époque, en choisissant d'introduire les franciscains, un ordre modéré pour évangéliser les populations indigènes, plutôt que des ordres plus stricts comme les dominicains. Cette approche, ainsi que son ouverture au mariage métissé et son respect pour certaines traditions locales, soulignent une volonté d'intégration plus qu'une simple volonté d'écrasement. En somme, Cortés est une figure complexe où se mêlent ambition personnelle, violence inévitable de son temps et vision politique. Pour le comprendre pleinement, il faut aller au-delà des caricatures et analyser les nuances d'un homme qui, tout en étant conquérant, a su naviguer avec finesse dans un monde fracturé, bâtissant ainsi un empire dont l'héritage se révèle aussi métissé que le fut son parcours. Alors et vous, que pensez-vous vraiment d'Hernán Cortés? Était-il un stratège exceptionnel ou simplement un produit de son époque sanguinaire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.